Durant 5 jours, la 4e édition de la semaine du cinéma marocain va regrouper de nombreux acteurs, cinéastes et réalisateurs des 2 pays dans la capitale économique ivoirienne. Cet événement co-organisé par le Centre cinématographique marocain et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire est le fruit d'un accord de coproduction signé entre les 2 institutions en 2011. Son objectif majeur, renforcer la coopération entre les 2 pays dans le secteur cinématographique. Ça permet au public ivoirien de découvrir la qualité des œuvres cinématographiques de nos cinéastes marocains. Donc c'est l'occasion de partager nos productions, mais aussi de faire connaître une partie de notre culture et d'échanger avec nos frères et sœurs ivoiriens. L'industrie cinématographique se développe progressivement en Côte d'Ivoire avec la création des salles de cinéma. Pour le directeur de l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire, cette rencontre doit constituer un cadre d'échange entre les experts du cinéma et permettre au secteur d'être véritablement pourvoyeur d'emplois. Cette coopération avec le Maroc, nous prévoyons, nous ambitionnons de tirer beaucoup de bénéfices sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan même personnel, pour l'épanouissement des l'Ivoirien, du Marocain, et pour que les peuples puissent se connaître. Les acteurs du cinéma sont très mobilisés à quelques jours de l'événement. Ils affirment que l'initiative est d'une importance capitale pour leur secteur. Il faut qu'on s'implique et qu'on vienne rencontrer ces professionnels marocains, échanger avec eux, connaître leurs déboires, les difficultés qu'ils ont rencontrées pour éviter ces choses-là. Donc pour moi, je demande à tout, on ne peut pas faire du grand cinéma si on ne collabore pas. Pour cette édition, ce sont au total 6 films, dont 5 longs métrages et un court métrage, qui seront proposés au public qui est très attendu à cet événement de haute portée culturelle. Relations hors mariage, quête d'un avenir meilleur ou encore une jeunesse avide de liberté. Cette année, les réalisateurs africains ont particulièrement posé leur caméra sur les faits de société. Quels sont les films africains mis en lumière cette année? Fin décembre oblige, on vous propose une rétrospective des films à ne pas louper. Et pour en parler, Catherine Ruel, journaliste, critique de cinéma pour RFI, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'une des premières à avoir animé une émission consacrée au cinéma africain. Et je vais vous demander, du coup, puisque vous revenez du festival de Dakar, qu'est-ce que vous retenez de cette année cinématographique africaine ? Alors, écoute, je vais essayer de me servir du Festival de Dakar très rapidement pour pointer quelques-uns des faits qui me semblent très importants. D'abord, festival monté par une association de jeunes férus de cinéma qui se déroule dans des salles de cinéma. Ça veut dire qu'on est en train d'en reconstruire en Afrique. Et évidemment, dans les salles de l'Institut français qui ouvrent ces écrans. Des jeunes dans les salles, ça veut dire aussi des jeunes qui se retrouvent face à des écrans et face à des films sur des écrans de cinéma. Aussi face à leurs anciens, parce que la plupart des festivals qui se développent dans tous les pays du continent, absolument tous les pays ont des festivals de cinéma maintenant, ce qui est très étonnant. Et tous ces festivals, pratiquement, montrent aussi des hommages à des réalisateurs des premières générations. Donc c'est une redécouverte pour le public, et ça, c'est capital. La redécouverte permet aussi aux talents d'aujourd'hui d'exister. Dakar, en plus, c'est un festival de courts-métrages. Courts-métrages, c'est exactement l'avenir du cinéma. C'est là où on fait les essais. Et ce sont des femmes, comme d'hab, j'allais dire cette année, c'est une femme qui a gagné le premier prix, parce que c'est Tabaski de Laurence Attali, produite par Ousmane Baye, qui est un film qui parle de politique, qui parle d'art et qui est un documentaire à propos du travail d'Iban Gay sur la Tabaski à qui le tour, qui est une série de tableaux qui parlaient aussi de la politique et de l'apartheid, du colonialisme en Afrique. Donc quelque chose de très fort. Et alors il y a une autre femme qui a brillé cette année, une autre réalisatrice du coup sénégalaise, Mati Diop avec Atlantique. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce de son film. Omar ci kanamu yàlla. mu ne man dama bëgg Souleymane. 3 mois fay ñu ko xam naa ne 4e mois fi xala leen sànq ba léegi maa lay gis lan la. bàyyi ma guddi rek bàyyi ma guddi maa ngi dem. lan xale góor yi dem nañ géej jël nañu gaal Souleymane Cheikh ñoom ñëpp dem nañ
Alors, Mati Diop a reçu le grand prix du Festival de Cannes pour Atlantique. Quelle place pour les réalisatrices africaines aujourd'hui? Cette année, c'est absolument étonnant. Depuis le FESPACO, où Aïcha Boro a obtenu le premier prix du film documentaire. L'étalon d'or du documentaire a été inventé cette année. Il y avait des prix de documentaire avant, mais c'est elle qui l'a obtenu. C'est une femme. Mati Diop, ensuite, prix du jury du Festival de Cannes, première femme cinéaste d'Afrique subsaharienne à obtenir ce grand prix du jury. Dont acte, c'est quand même important. Il y a aussi, alors là j'aimerais beaucoup insister aussi, puisque vous parliez de l'Algérie tout à l'heure dans le journal, sur le film Papicha de Mounia Medour, qui marche très très bien en France, mais qui est suspendu en Algérie. On ne dit pas interdit. De quoi parle ce film d'ailleurs, Papicha, en juste deux phrases? C'est un film qui raconte, en fait, qui nous replace dans les événements de la décennie noire des années 90, avec les rêves de jeunes filles, donc qui se lie au présent, hein, c'est un film qui se lie au présent, sur la liberté, sur la création, sur la créativité des jeunes filles qui, dans un centre universitaire, donc où elles habitent entre filles évidemment, ont décidé de faire un défilé de mode. Et là, le vêtement, l'apparence physique, vous savez bien que c'est ça qui pose aussi un gros problème. On parle du voile, mais là, on parle d'autre chose. Donc c'est un film très, très passionnant, plein de liberté, avec un ton extraordinaire, qui marche d'ailleurs très bien en France. J'espère que les Algériens peuvent le voir sur les réseaux pirates, parce que pour l'instant, le film est suspendu, pas interdit, mais suspendu, alors qu'il a eu toutes les autorisations pour être fait, etc. Et qu'il doit représenter, d'ailleurs, comme Mati Diop, l'Algérie aux Oscars. Et à l'image de Papicha, de quoi parlent les films africains qui ont eu du succès cette année? Alors cette année, c'est vraiment des films, effectivement, vous le disiez, qui parlent de faits de société. On est en train de revenir sur quelque chose qui était important au début des cinémas d'Afrique, dans les années 70-80, et qui redevient important. C'est vraiment prendre à bras le corps les problèmes des sociétés. Vous pensez africaines. à quel autre film en particulier? Je voulais parler du film de Joël Karekesi, hein, le film qui s'appelle La miséricorde de la jungle, qui nous fait revenir sur les conflits. Dieu sait que les conflits, il y en a tout le temps sur le continent, malheureusement, et qui explique très bien, à partir de cette deuxième guerre du Congo, l'enjeu, en fait, des guerres. Alors justement, Catherine Ruel, je vous interromps. On va regarder tout de suite la bande-annonce de La miséricorde de la jungle. On revient après. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Nous ne vont pas réveiller. On est perdu. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Alors, que dit finalement La miséricorde de la jungle du cinéma africain aujourd'hui? Voilà, c'est un film tout à fait symbolique, en fait, puisqu'il parle aussi de ce qui se passe dans le sous-sol de l'Afrique. Évidemment, les guerres n'arrivent pas par hasard. Donc, c'est un film qui parle des richesses minières, de la façon dont elles sont exploitées. Comme le film, je voulais finir sur le documentaire, parce que les documentaires ont une grande place sur le continent africain en ce moment, sur un film qui s'appelle Faavelo, de Marie-Clémence Paès, qui est une malgache. Là aussi, il y a des pays comme ça qui reviennent, et qui, elle, parle de la révolte de 47 contre donc l'armée coloniale française. Mais tous ces thèmes-là sont les thèmes que les cinéastes osent aborder, et beaucoup plus encore les femmes, parce que je crois qu'elles n'ont peur de rien. Voilà. Catherine Ruel, journaliste, spécialiste du cinéma africain, merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Belle soirée sur TV5 Monde. Tapis rouge, mur du Star, c'est la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan qui a été choisie par la structure MC Productions pour la grande première du film documentaire La Révolte des abeilles, un docu-fiction premier du genre en Côte d'Ivoire. Les gens ont l'habitude de faire un documentaire, mais moi j'ai voulu le faire en film documentaire pour que les gens sachent, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils apprennent, pour que nos parents, nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir connaissent la vérité. Prévu pour 16 h, pour faute de problèmes techniques, c'est autour de 19 h que la diffusion a débuté.
Un film documentaire de 52 minutes retraçant la réplique du peuple abé face à la domination et les excès des colons sur le territoire au début des années 1900. Ils arrivent, ils nous imposent plusieurs choses. Ils ont voulu qu'on paye les impôts sur nous-mêmes, notre propre terre. Nos parents ont trop souffert. Ils ont souffert, donc il fallait que quelque chose, il fallait que je fasse ressortir ça. Au-delà de la révolte, c'est vraiment le message que cette révolte-là porte. Et aujourd'hui, il est important que nos parents nous ont rêvé debout, fiers, et nous ont encouragés à ne jamais abandonner, comme vous l'avez entendu, le chef du village, ses principes et ses valeurs. Mais aujourd'hui, utilisons-les pour en faire des catalyseurs de développement. Ouvrons-nous au monde, faisons connaître notre culture. Ce n'est pas une solution de se refermer. Les mêmes colons qui sont venus et qui nous ont soumis, eux-mêmes ont par le passé vécu une histoire violente. Les cinéphiles venus nombreux du district d'Abidjan et la région de l'Anibi-Tiassa sont restés jusqu'à la fin de la projection. Moi, je suis impressionné. Ça m'a plu. Je pense que les voilà des jeunes réalisateurs qu'on découvre. Je les connaissais avant, mais je n'ai jamais vu leur travail. Je pense que pour un coup de serre, moi je pense que ça a été un coup de maître. Ça nous a permis de savoir un peu l'histoire du peuple abé. Une histoire dramatique, mais quand même un peuple qui est resté digne, quoi. Ça nous donne toujours le courage, ça nous donne de force à travailler. Ça nous donne trop de plaisir beaucoup. Ça m'arrange beaucoup même. Je sais que je suis venu voir, je sais que c'est vrai maintenant. C'est un docu magnifique, très bien réalisé, très instructif. Franchement, félicitations à notre jeune productrice et surtout aux réalisateurs qui ont fait un travail remarquable. De très beaux plans serrés, de très belles images. Franchement, félicitations. Je pense que ce film mérite d'être vu par l'ensemble des populations ivoiriennes. Co-réalisé par Serge Kouakou et Herman Nguisson, la production a fait confiance à de jeunes acteurs qui sont pour la plupart en début de carrière. J'ai intégré cette production au cours d'un casting. Au cours d'un casting au Paraclet, 6 à Yopougon. Et c'est comme ça que maman est venue, elle nous a contacté, elle a contacté les responsables et ils nous ont pris, ils nous ont sélectionnés pour le film. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Deibodje, à Beauville, et on a tourné ce film. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a des réalités qu'on ne veut pas dire. Sinon, ce film a des trucs qui se sont passés là-bas, au fait. On a traversé beaucoup de situations, mais du coup, ça n'a pas été facile, mais on a fait avec jusqu'à ce que nous arrivons à ce niveau-là. Quand j'ai regardé le film, j'ai vraiment aimé, je me suis vraiment senti dans la peau des révoltés, dans la peau des abeilles. J'ai ressenti vraiment ce que les parents ont vécu dans le temps. Et ça m'a beaucoup touché, mais j'ai beaucoup aussi aimé de participer à ce projet. Dans le film, voilà, je suis un acteur, un tirailleur sénégalais. J'ai dégagé beaucoup d'émotions parce que c'est pas facile. En tout cas, le cinéma, c'est pas facile. Voilà. C'est ma première fois de venir sur scène, de faire des trucs ouf. C'est mon premier film. Je suis très fier et c'est le début d'une passion, le début d'un rêve réalisé. Et je vais terminer, je vais accomplir ce qui est dans mon esprit. On a fait de notre mieux et on ne peut dire que merci à la production et que Dieu s'en charge de tout ça. Pour la productrice Marie-Sylvia Amonchi, fille de l'Anibi-Tiassa, l'objectif de ce docu-fiction était de rétablir la vérité sur ce drame colonial subi par le peuple abé. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane. Ousmane. On ne peut pas s'appeler Lamine. J'aurais dû faire une blanquette. Nous, on s'occupe des enfants et de leur trouver... Voilà, nous, on s'occupe des enfants. Pascal, ce matin, c'était la conférence de presse annonçant les nommés de la 4e édition des Sotigui. Donc, vous y étiez. Oui, alors vous savez, chaque pays, enfin beaucoup de pays, ont une académie de cinéma avec des professionnels qui se remettent des prix les uns les autres. Vous connaissez les Césars en France, les Oscars aux États-Unis, les Magritte en Belgique. Eh bien, voici les Sotigui
de l'Afrique. Alors, ils sont consacrés exclusivement aux acteurs et aux actrices qui viennent du continent africain, bien sûr, mais aussi les afrodescendants des Antilles et aussi les Africains de la diaspora dans le monde entier. Alors, la 4e édition a lieu le 30 novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et nous étions ce matin à la conférence de presse pour connaître la liste des heureux élus. En plein cœur de Paris, au siège de l'UNESCO, le cinéma africain est à l'honneur. Après les Césars en France, les Oscars aux États-Unis, voici les Sotigui de l'Afrique, des Antilles et leur diaspora. Fin du suspense, la liste des nommés est enfin dévoilée. Un moment d'émotion que connaît bien cette actrice franco-camerounaise qui a déjà reçu un Sotigui. Partie de mon propos lors de la dernière édition. Très important pour moi, actrice originaire d'Afrique, vivant ici et travaillant en Occident, que l'Afrique reconnaisse, c'est-à-dire qu'ils me regardent, ils sont fiers de mon travail. Une fierté mêlée néanmoins d'un peu d'amertume. Marie-Philomène en a assez de jouer toujours la maman des banlieues. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Mais c'est surtout cette image de maman africaine-là qui parle pas comme je parle français, c'est-à-dire qu'il y a moyen à pas se connaître, qui parle petit français, petit nègre. Et c'est cette maman-là aussi toujours qui a forcément un fils qui est un délinquant dans une cité. Vous voyez un peu les clichés. J'aime l'idée de jouer les mamans, mais de montrer vraiment l'impact que les mamans ont pu avoir dans la vie de ces grands hommes qui dirigent le monde. Ces grands Africains, ces grands afrodescendants. Même constat de cette actrice guadeloupéenne. 30 ans de carrière en France, jamais un seul prix et toujours des rôles de sous-fifre. Vous avez vu beaucoup, vous, d'acteurs africains honorés, à part Omar aussi, d'acteurs noirs honorés, vous en avez vu beaucoup dans le cinéma français. En France, on a du mal à tous les niveaux à faire péter le plafond de verre. Dans le cinéma, c'est pareil. Au cinéma, bon, si je ne me suis pas encore retrouvée ni entrepreneuse, ou je ne sais pas, j'aurais pu être directrice d'une société, ou juge, ou avocat. Au-delà des prix, l'Académie des Sotigui lance aussi cette application. Move Up, un catalogue en ligne d'acteurs et d'actrices africains. Nous sommes en train de travailler à signer des partenariats avec des maisons de casting pour que Move Up soit une priorité quand on veut lancer un casting et que la maison de production puisse aller à l'encontre de l'acteur, découvrir des facettes, l'acteur dans toute sa dimension et le caster, voir dans quelle mesure l'acteur-là, qui est en Namibie, qui est en Afrique du Sud, qui est au Kenya, puisse se rejoindre par exemple aux États-Unis pour jouer dans des productions hollywoodiennes. Rendez-vous à Ouagadougou fin novembre pour cette 4e cérémonie des Sotigui. La 5e édition en 2020 aura lieu dans un haut lieu de la diaspora africaine, Paris. Merci Pascal pour cette chronique culture.